Bonjour tout le monde. Il semble qu'on a beaucoup de participants aujourd'hui, d'autres continuent d'arriver. Donc, on peut commencer, je pense, étant donné que beaucoup d'entre vous se sont efforcés de se joindre à nous à l'heure. Je sais pour ceux et celles d'entre vous qui se joignent à nous du monde arabe ou d'Europe, je sais qu'il est déjà 21 heures chez vous ou 22 heures. Par conséquent, on voudrait commencer dès maintenant et donner la bienvenue à tout le monde, vous remercier d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour tout le monde, je suis Charlotte Kate, je suis coordinatrice du réseau en fait de solidarité d'Ahmed Sadat. Donc, bienvenue à ce webinaire sur les prisonniers palestiniens et le cas d'Ahmed Sadat. Donc, le secrétaire général du Front populaire pour la libération de Palestine. Nous espérons que ce webinaire en fait s'inscrive dans le cadre de l'action internationale visant à la libération d'Ahmed Sadat. Donc, l'action, les mesures ont commencé hier. Il y a eu des événements en Irlande, à Paris, à Toulouse, à Vancouver et ailleurs. Et moi, d'ailleurs, je m'adresse à vous depuis Vancouver, territoire non cédé des peuples Squamish et autres. Donc, on s'adressera à vous depuis différents endroits et on parlera de cette campagne visant à libérer Ahmed Assad. Nous voulons lancer des actions cette semaine. Nous voulons encourager tout le monde, ceux et celles qui ne connaissent pas encore bien le cas. N'hésitez pas à souligner, à visiter notre site web. Vous trouverez toutes sortes d'actions qui sont déjà lancées à l'échelle du monde entier. Vous verrez que des dizaines d'autres organisations ont déjà appuyé l'appel à l'action. Si votre organisation n'a pas encore fait ça ou vous voulez organiser un événement ou une action, n'hésitez surtout pas à nous contacter afin de vous assurer que votre événement soit inclus dans le calendrier international d'événements et d'actions. La semaine d'action se déroule cette semaine du 15 au 22 janvier 2022. Tout simplement parce que c'est le 20e anniversaire de l'emprisonnement de Ahmed Sadat par les autorités israéliennes, donc en janvier 2002. Aujourd'hui, Ahmed Sadat est toujours en prison. Il a été en fait, il a une sanction de plus de 30 ans de prison pour sa résistance palestinienne. Donc, on va entendre parler davantage ensuite du cas. Deux intervenants vont prendre la parole, notamment Jacob, qui représente le réseau Samidoun. Et il représente tout particulièrement, en fait, Samidoun depuis la Suède aujourd'hui. Et ensuite, Kelly Berikat. C'est un auteur, un militant palestinien et un défenseur depuis très longtemps, un militant visant la libération de la Palestine et des prisonniers palestiniens. Il est également le coordinateur du comité de suivi du mouvement de la paix en Palestine. Donc, de toute façon, on ajoutera des liens vers ces différentes organisations dans la boîte de clavartage. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou des commentaires à formuler pendant tout l'événement, n'hésitez pas à les ajouter dans la boîte de clavardage et à envoyer vos salutations, nous parler de l'organisation que vous représentez et à partager les renseignements avec toutes les autres personnes qui participent à l'événement d'aujourd'hui. Si vous avez une question, dans la mesure de possible, écrivez-la, ça serait très bien. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont déjà levé la main. On aura une période de questions et réponses à la fin de des présentations. Donc, si vous voulez ajouter les questions dans la boîte de clavardage, ce serait bien. Si vous voulez prendre la parole, je vous enverrai un message. Donc, je vérifierai en fait si vous avez une question ou vérifier si vous avez un problème d'ordre technique. Avant de commencer, j'aimerais également vous faire savoir que cet événement est traduit en français, interprété en français. Si vous avez besoin de l'interprétation en français, cliquez sur la planète que vous voyez au bas de l'écran Zoom. Si vous êtes sur téléphone, cliquez sur les trois petits points, choisissez Options. Peu importe le cas, vous pouvez choisir le français et grâce à notre interprète aujourd'hui qui justement interprète et qui rend cet événement international plurilingue. Donc, cela dit, alors je vais passer la parole maintenant à Jacob, donc au nom du réseau Samidoun, qui va nous parler d'Ahmed Sadat et du mouvement en faveur des prisonniers palestiniens. Alors, merci énormément, Charlotte.
Donc, je suis membre du réseau Samidoum, mais plus particulièrement de la, de la branche en fait suédoise. Donc, je suis à Stockholm et je veux vous parler de Ahmad Sadat, de son emprisonnement. Je vais également vous parler des prisonniers et du mouvement de résistance palestinien par rapport à son emprisonnement. Je crois que Charlotte va partager une présentation PowerPoint. Oui, la voici. Alors, Charlotte, deuxième diapositive. Merci. Donc, Ahmad Sadat est l'actuel secrétaire général du Front populaire pour la libération de la Palestine. C'est également le responsable du mouvement de résistance nationale palestinien, donc plutôt du côté gauche. Il a conservé son poste malgré son emprisonnement en 2001 et il a été élu après l'assassinat de l'ancien secrétaire général du Front populaire, Abu Ali Mustafa, le 27 août 2001 par les Israéliens. Donc, c'était officiellement aux mains du régime israélien en réponse, ou plus exactement, excusez-moi, non. En fait, l'incarcération d'Ahmad Sadat était en représailles contre l'assassinat de l'ancien ministre du Tourisme Abu Ali Mustafa. Donc, le FPLP a assassiné en fait le ministre du Tourisme d'extrême droite, Rehavam Zeebi. Donc, prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, Ahmad Sadat, avant 2001, mais avant son incarcération, est intervenu à plusieurs reprises. Il n'a cessé d'affirmer qu'il posait depuis longtemps aux négociations d'Oslo et au processus de négociation pour la paix avec l'occupant israélien. Et lui et beaucoup d'autres résidents et chefs résistants ont été la cible de l'occupation, tout simplement parce qu'ils refusaient au nom du Front de libération, donc du FPLP. Donc, au départ, l'autorité palestinienne a incarcéré Ahmad Sadat. Et donc, il y avait un type de coordination de sécurité entre l'autorité palestinienne et les Israéliens. Autrement dit, en fait, les intérêts israéliens dans les zones palestiniennes contrôlées étaient protégés par l'autorité palestinienne. Autrement dit, aujourd'hui encore, mais jusqu'à l'année dernière, au début de l'année dernière, par exemple, quand 6 prisonniers se sont échappés des prisons israéliennes, eh bien, l'autorité palestinienne a fait part de son intention de les arrêter et de les renvoyer en Israël. Donc, l'autorité palestinienne comprend des forces de sécurité qui ont décidé d'arrêter Sadat dans le cadre de cette attaque de représailles, mais aussi ses camarades. Sadat, en fait, a donc été arrêté à l'issue d'une réunion sous de faux prétextes avec un responsable de l'autorité palestinienne, Tawfiq Tiraoui. Prochaine diapositive, merci. Alors,
Une entente a été conclue entre Israël, les États-Unis et le Royaume-Uni visant à transférer Sadat et ses camarades des bureaux de l'autorité palestinienne à la prison de Jéricho. Donc entre 2002 et 2006, Sadat et ses camarades ont été incarcérés à la prison Jéricho sous la garde de gardes étrangers, principalement des soldats américains, britanniques, mais également canadiens, turcs et d'autres origines. Donc, toutes sortes de représentants de forces impérialistes étaient alliés pour défendre les intérêts israéliens dans la région. Donc, son incarcération et donc la coordination de la sécurité entre le régime israélien autoritaire et l'autorité passionnelle, quelque chose qui représente une faiblesse au sein même des chefs israéliens, même l'autorité palestinienne qui n'a absolument il ne peut pas intervenir et qui n'a pas d'intérêt en matière de sécurité. Ils sont subordonnés, en fait. L'autorité palestinienne est subordonnée, assujettie, en fait, à Israël. Dès lors que Israël veut incarcérer des personnes, eh bien, ils doivent avoir l'appui de l'autorité palestinienne. En 2006, c'était quelque chose, un événement est intervenu. Qui est très important pour le développement du pays. Donc, c'était les élections de 2006 de l'autorité palestinienne qui ont été remportées par Hamas, le mouvement de résistance islamique. Donc, une des promesses dans le cadre de ces élections reportées visait justement la libération d'Ahmad Sadat et de ses camarades. Et donc d'autres militants et prisonniers politiques. Prochaine diapositive. Alors, cette promesse et cette victoire aux élections du Hamas n'a pas été bien reçue par les cercles israéliens, par le régime israélien. Donc, quelques jours avant la prise du pouvoir par le nouveau Premier ministre, Ismaël Haniyeh a prêté serment. Et donc, à ce moment-là, les gardes américains et britanniques ont quitté leur poste au sein de la prison de Jéricho en coordination avec les autorités. Et cette entente a été suivie d'une attaque israélienne contre la prison. Cette attaque israélienne, en fait, a abouti au décès de 2 gardiens palestiniens, 20 gardiens blessés et Sadat et ses camarades, dont Fouad Shobaki, ont été enlevés et transférés en garde à vue, donc arrêtés dans une prison israélienne. Donc cet enlèvement a suscité l'indignation de toute la Palestine occupée, de la résistance palestinienne, d'organisations de solidarité aussi. Il y a eu des grèves, des manifestations organisées à l'échelle de la Palestine. Mais compte tenu du retrait des gardes étrangers, eh bien, rien ne pouvait vraiment être fait à ce moment-là. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, Ahmed Sadat, à l'instar de nombreuses autres personnes, a boycotté les tribunaux militaires israéliens, ce qui sont à nos yeux illégitimes. Donc,
Ils ne sont pas valides dans n'importe quel contexte étranger. Donc, en plus, Saad a affirmé en fait que ces tribunaux militaires font l'objet d'un boycott collectif par 500 prisonniers administratifs. Donc, autrement dit, quand on est incarcéré comme cela, sans aucune date limite, en fait, ces gardes à vue peuvent durer très longtemps et les prisonniers n'ont absolument aucun droit à un jugement, en fait, à un procès. Ils n'ont pas le droit à une défense et ils n'ont aucun droit d'accès aux preuves déposées à leur encontre. Quelque chose d'important à souligner ici, c'est que il n'a même pas été en fait accusé ni même jugé pour ce dont il était accusé, mais pour son leadership, donc pas pour l'assassinat, mais pour son leadership du Front pour la palestinien pour Front populaire pour la libération de Palestine. Donc, son arrestation est revêt d'un caractère tout à fait politique, comme vous le voyez. L'illégalité de ces actions est essentiellement liée à son leadership et à sa présidence d'une organisation politique. Je crois qu'avant son enlèvement par les forces israéliennes, il avait été condamné à 20 ans d'incarcération, mais ensuite, après son enlèvement par les forces israéliennes, le 25 décembre 2008, il a été en fait sanctionné à 30 ans d'incarcération, ce qui a été fait en lien avec l'opération brutale plomb durci menée contre la population de la bande de Gaza. Son incarcération s'inscrivait dans le cadre des attaques continues contre Gaza et contre la résistance. Son incarcération n'est pas seulement politique, puisqu'il représente une organisation politique, mais aussi en ce sens que les Israéliens souhaitent rompre, diviser, fragmenter toute l'organisation de l'autorité palestinienne dans son ensemble. Prochaine diapositive. Donc, Ahmed Sadat est en prison depuis 20 ans maintenant, mais avec plus de 4000 prisonniers politiques. C'est un leader du mouvement des prisonniers palestiniens et du mouvement de libération nationale derrière les barreaux. Jusqu'à 2000, ou à peu près 2009-2010, il avait été placé en isolement parce qu'il était considéré comme une menace à la sécurité israélienne, menace contre la sécurité des Israéliens. Donc, on lui avait interdit tout contact avec sa famille, ses camarades, avec le monde extérieur en règle générale. Mais ce n'est qu'après de nombreuses grèves de la faim, de nombreuses actions collectives au sein de l'établissement d'incarcération et à l'extérieur, notamment du réseau, et face à la détérioration de la santé, que Ahmad Sadat a été libéré du régime d'isolement. Il est sorti du régime d'isolement en 2012, après la grève de la faim de Karameh. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, Ahmed Sadat, tout comme le FPLP, a été un des défenseurs les plus
constant en faveur de la libération de la Palestine, des cours d'eau jusqu'à la mer, selon la dynamique des distances palestiniennes. Donc Ahmad Sadat et le FPLP n'ont jamais accepté d'accord de paix ni de négociation avec les forces occupantes. Ils ont toujours mis de l'avant une ligne. Autrement dit, on ne doit pas accepter la colonisation ni l'occupation de nos territoires tant que la Palestine ne sera pas libre des cours d'eau jusqu'à la mer ou des fleuves jusqu'à la mer. Donc, dans le cadre palestinien, Ahmad Sadat représente en fait la politique gauchiste révolutionnaire au sein du FPLP. Donc. Et ce mouvement est fortement appuyé par les classes ouvrières palestiniennes, les classes populaires. Donc, ce mouvement rejette totalement l'autorité palestinienne, qui est une alliance avec l'occupation israélienne, et rejette tout à fait le processus de négociation d'Oslo, qui n'est d'autre qu'un plan de capitulation devant les Israéliens et d'élimination du mouvement de libération de la Palestine. Alors, compte tenu de ces positions et de la persistance d'Ahmad Sadat face à ces principes, et dans le cas du mouvement de libération générale, les Israéliens ont déterminé qu'ils devraient, enfin, ont décidé que Ahmad Sadat devrait rester en prison le plus longtemps possible. La résistance d'Ahmad Sadat à l'extérieur et à l'intérieur de la prison représente, selon les forces israélienne une menace pour Israël. Voilà pourquoi Israël a refusé de le libérer dans le cadre des différentes rondes de négociations par rapport à la libération des différents prisonniers politiques palestiniens en échange de prisonniers donc palestiniens. Alors, depuis la séquestration d'Ahmed Sadat, le mouvement a travaillé en faveur de la libération de la Palestine, mais au cours des dernières années, une des priorités, en fait, Ahmad Sadat est une priorité de la résistance palestinienne qui vise à sa libération. Donc, Ahmad Sadat, Marwan Barghouti également représentent une priorité. Mais cette position a créé une position. Autrement dit, Israël intensifie sa répression à l'encontre d'Ahmad Sadat, sa famille et le Front populaire pour la libération de la Palestine, donc le FPLP. Que le mois dernier, les forces occupantes ont perquisitionné son domicile en présence de ses enfants. On ne sait pas ce qu'ils cherchaient vraiment, peut-être une excuse afin de faire preuve de violence à leur encontre, de leur faire peur, afin de rompre le mouvement de résistance palestinienne en règle générale. À l'heure actuelle, ils tentent de retirer en fait l'identité de sa femme, Abla Sadat, même si elle habite Jérusalem. Et cette attaque n'est pas seulement personnelle à l'encontre de cette famille, mais c'est aussi une attaque politique qui traduit en fait la politique systématique israélienne d'épuration ou de nettoyage ethnique à Jérusalem, plus particulièrement depuis l'année dernière avec El Shiksara et El Siwan.
Autrement dit, l'occupant israélien vise actuellement à évicter autant de Palestiniens que possible de Jérusalem et le plus rapidement possible. Donc, il cherche toutes sortes d'excuses pour procéder de la sorte. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, Ahmed Sadat est un chef depuis de nombreuses années et un résistant de la lutte. Avant son arrestation, il était donc secrétaire général du FPLP et il l'est toujours d'ailleurs, même s'il est derrière les barreaux. Et il a mené de nombreuses grèves de la faim contre son isolement. Et ensuite, il a contribué à la libération de nombreux prisonniers palestiniens. Donc, il a protesté de façon collective, etc. Donc, le mouvement de résistance palestinienne à Gaza a affirmé que Ahmed Sadat est une priorité au même titre que d'autres prisonniers du Hamas ou du FPLP. Ce sont des priorités. Donc, la libération de ces prisonniers est une priorité. Pour la même raison que Israël avance quant à leur incarcération, parce que ce sont des chefs du mouvement de résistance, mouvement national de résistance contre l'occupant. Donc, Sadat a depuis lors été transféré d'une cellule d'isolement. Il continue sporadiquement à avoir accès à sa famille, à se réunir avec ses enfants et avec sa femme. Ça fait partie des attaques afin de rompre l'esprit d'Ahmed Sadat, mais aussi l'esprit du mouvement de libération nationale et de sa famille. Donc, on l'empêche très souvent de recevoir des visites de sa famille. L'objectif de l'occupant israélien consiste réellement à s'assurer que Ahmed Sadat cesse d'être le leader politique qu'il est du Front populaire pour la libération de la Palestine et la résistance palestinienne. Donc, le mouvement des prisonniers palestiniens est un véritable mouvement de résistance palestinien. C'est donc très important pour pouvoir faire face à l'occupant. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. À l'heure actuelle, donc on en est au début de la semaine visant la libération d'Ahmed Sadat, l'appel à l'action en ce sens. Donc, vos organisations et les nôtres peuvent faire toutes sortes de choses pour soutenir la libération d'Ahmed Sadat et celle de plus de 4150 prisonniers palestiniens actuellement dans des prisons militaires en Israël. En particulier, c'est un devoir pour quiconque qui se prononce en faveur de la paix, de la liberté et de la résistance, qui souhaite soutenir le mouvement de résistance palestinienne dans la bande de Gaza, en Cisjordanie et dans tous les territoires occupés par Israël, mais aussi en dehors de la Palestine, donc à l'étranger. Donc, ils ont le devoir de s'organiser pour dénoncer le sionisme, l'impérialisme et les autres visions impérialistes qui sont les forces responsables de l'incarcération de Sadat. Vous pouvez procéder de différentes façons. En manifestant
devant l'ambassade locale d'Israël, des États-Unis ou du Royaume-Uni. Vous pouvez le faire comme au Royaume-Uni. Donc, on ferme les fabricants d'armes israéliens. Vous pouvez aller manifester dans les rues à l'appui des prisonniers politiques et notamment de Ahmad Saad. Donc, les possibilités sont multiples. Et en guise de conclusion, eh bien, vous pouvez visiter le site samidoun.net afin d'en savoir plus au sujet de notre travail, mais aussi de découvrir l'article écrit en faveur de la libération des prisonniers et prisonnières. À la fin de notre article, nous avons une liste des actions que vous pouvez prendre sur le plan personnel ou organisationnel. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est peut-être de signer la pétition, mais aussi organiser des manifestations. Si vous ne pouvez pas organiser de manifestations, bien, écoutez, au moins essayez de contacter une organisation locale qui appuie la résistance palestinienne. Si vous n'êtes pas une organisation sympathique, s'il n'y en a pas, en fait, vous pouvez mettre sur pied votre propre chapitre. Vous recevrez un appui de notre part, d'une façon ou d'une autre. Nous avons des chapitres partout en Europe, mais aussi en Iran, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud également, en Amérique latine. Donc, ça, c'est la fin de ma présentation. Merci beaucoup à toutes et à tous de m'avoir écouté. Merci Jacob et merci de cet aperçu, de cette introduction à Ahmed Sadat, un organisateur et aussi au réseau en fait de solidarité pour Ahmed Sadat. Donc merci beaucoup d'avoir lancé la conversation. Alors si vous voulez recevoir davantage d'informations, comme on vient de le dire, n'hésitez pas à visiter notre site web. Nous avons toutes sortes d'affiches, des ressources dans différentes langues et beaucoup d'informations dont vous pouvez vous servir pour mobiliser les forces afin de dénoncer Israël et de libérer, de favoriser la libération d'Ahmed Sadat. Donc, cela dit, eh bien, maintenant, nous pouvons passer à notre prochain intervenant, Khaled. Je sais que beaucoup d'entre vous probablement ont déjà entendu parler de Khaled au préalable, mais je vais vous dire que c'est une personne qui a énormément travaillé en anglais et en arabe à l'échelle mondiale et qui a fait campagne en faveur de la libération d'Ahmad Sadat et qui tient à souligner l'importance des politiques révolutionnaires, progressistes, gauchistes quant à la libération de la Palestine. Donc, c'est tout un honneur pour nous de l'avoir, de le compter parmi nous. Il va nous parler également de différents aspects par rapport à Ahmed Sadat et sa lutte est si important. Pourquoi, en fait, il a lancé ce mouvement dans les années 90 depuis lors. Donc, je vais passer maintenant de la parole à Khaled et merci à nouveau. Merci Jacob et merci à toutes les personnes, à tous les participants et participants qui sont avec nous aujourd'hui. Donc, allez-y, vous avez la parole. Merci beaucoup, Charlotte. Merci Jacob également de cette excellente présentation. Et je tiens également à remercier Samidoun de cette invitation. Je vais parler lentement parce que je sais que je suis interprétée. Je tiens d'ailleurs à remercier à l'avance l'interprète parce que j'oublie parfois de les remercier et je me sens coupable d'ailleurs. Alors merci à l'avance. Donc, merci. C'est tout un honneur de savoir que vous participez à ce webinaire sur cette question importante. C'est un enjeu, en fait, non seulement qui vise une seule personne ou un seul chef ou un seul parti politique, mais c'est un enjeu national et international aussi. La vie d'Ahmed Sadat. En règle générale, on a tendance à parler de son cas et de sa lutte.
depuis 2002, et plus particulièrement depuis le 15 janvier 2002, date de son enlèvement par l'autorité palestinienne. Et oui, il ne faut pas oublier l'expérience de cet homme et de ses camarades en tant que prisonniers de l'autorité palestinienne. Et ensuite, son envoi à la prison de Jéricho, Jacob vient de nous en parler. Moi, ce sur quoi je mettrais l'accent aujourd'hui, c'est plutôt les années qui ont amené à cette arrestation. Parce qu'à mes yeux, dès lors que l'on s'intéresse à la vie d'Ahmad Sadat et à son expérience et que l'on établit un parallèle avec le mouvement palestinien, le mouvement de résistance palestinienne, eh bien, il n'y a personne d'autre qui a un lien aussi important par rapport aux batailles engagées par les Palestiniens, plus particulièrement en Palestine. Et en Cisjordanie. Pourquoi est-ce que je parle de Cisjordanie plus particulièrement? Eh bien, c'est parce que Ahmed Sadat a expérimenté, soit il a été incarcéré ou il a été recherché par les forces d'occupation sur le terrain. Donc, il n'a jamais quitté la Palestine. Il se rendrait très rarement à Jérusalem ou sur le territoire occupé depuis 1948. Et ensuite occupé depuis 1977. Donc, il s'est joint à la lutte palestinienne très jeune, en 1969. À l'époque, il est devenu membre du Front palestinien. Avant, il travaillait au sein de groupes, il participait à des groupes d'étudiants, mais il s'est joint à la lutte palestinienne en 1969. C'est une année très importante parce que c'est l'année à laquelle FLP est devenu un parti politique uniforme, comme vous le savez. Ce Front populaire a été établi en 1977, mais c'était une coalition de groupes avant. Ce n'était pas vraiment un parti politique. C'est juste en février 1969 que ce mouvement s'est déclaré un mouvement politique unique. Et c'est à ce moment-là que Ahmed Saad s'est joint à ce mouvement. Donc, il est arrivé au début de l'organisation du FPLP, donc un parti révolutionnaire. Un an plus tard, il a été arrêté une première fois. À cette époque, la résistance palestinienne n'avait pas encore développé d'analyse des incarcérations, tout simplement parce que c'était juste après 1967. Le mouvement en faveur des prisonniers n'avait pas encore été mis sur pied. C'était quelque chose de tout à fait nouveau. Autrement dit, ce n'est pas qu'il n'y avait pas eu d'incarcération avant. Non, non, non. Depuis le début de la colonisation de la Palestine, les Palestiniens ont vécu de nombreux cas d'incarcération de personnes. Après 1967, la résistance palestinienne, dès lors que quelqu'un était arrêté par Israël, plus particulièrement les So to give time for their comrades to leave the scene or to leave or to find and seek a secure place. Sadat didn't understand this and didn't accept this. Why should Sadat n'acceptait pas ça. Pourquoi devait-on demander à un prisonnier de rester solide pendant 48 heures et donc de ne pas confesser quoi que ce soit? Alors, dès le départ, comme vous le voyez, il a commencé à diffuser des idées révolutionnaires par rapport aux prisonniers. Être un prisonnier, c'est être un batailleur, mais à partir d'un endroit différent. Vous n'êtes plus à l'extérieur de la prison, vous êtes à l'intérieur. Mais la prison en tant que telle est un lieu
de lutte et on ne doit pas voir la prison comme une expérience différente d'un camarade tout simplement parce qu'il est en prison maintenant. Et il a publié des écrits à ce sujet. En 1970, l'année de son incarcération, le magazine de gauche a interviewé une personne qui était le porte-parole à l'époque du FPLP à Beyrouth. On lui a demandé comment est-ce que un membre palestinien fort, mais il n'y avait pas de résistance palestinienne en Cisjordanie, alors qu'il y en avait ailleurs, à l'étranger. Et donc, Khalefani a répondu à ce moment-là en détail. Il a dit que on peut vous expliquer la différence entre les deux expériences. La résistance à Gaza, comme on la connaît aujourd'hui, assurément, qui est très solide et qui devient de plus en plus forte alors que l'on voit la résistance sur le territoire de Cisjordanie faisant face à différents problèmes. Mais il a dit également qu'il y a certaines expériences que nous observons au quotidien en Cisjordanie. Nous croyons que le régime jordanien était à l'époque payait en fait les salaires des médecins, des enseignants, etc. Ce que fait la communauté européenne aujourd'hui. Mais avant, c'était la Jordanie. Donc, cette personne expliquait la difficulté des Palestiniens de Cisjordanie, la difficulté dans ces gens-là de se lancer dans la lutte. Mais ces expériences et cette solidité que l'on voit chez les jeunes générations en Cisjordanie. Par ailleurs, je crois qu'il est important de souligner la façon dont il a élargi ses expériences avec ses camarades. Donc, en 1975, un camarade, El Hamad Boucherli, a été assassiné parce qu'il refusait alors de confesser un crime. Et à ce moment-là, Arman Sadat a également était dans la même cellule, en fait, que cette autre personne qui a été tuée. Donc, ses camarades qui faisaient preuve d'une position révolutionnaire et refusaient en fait de confesser un crime, ont enrichi cette culture de position révolutionnaire. Et voilà pourquoi aujourd'hui, les Israéliens savent que Ahmed Sadat est une personne qui ne confesse rien du tout, au point où parfois on le faisait venir pour aucune raison, juste pour parler avec lui et faire en sorte que des jeunes Israéliens du renseignement s'intéressent à lui, apprennent de lui, d'une personne qui refuse de confesser quoi que ce soit. Pourquoi? Quand le FPLP, plus particulièrement en Palestine, mais Sadat est toujours là. Mais ceci dit, il n'était jamais là comme Ahmad Sadat. Autrement dit, on ne le connaissait pas sous ce nom au sein des Palestiniens ou même au sein de ses camarades, tout simplement parce que les priorités d'Ahmad Sadat à l'époque étaient de protéger l'organisation, plus particulièrement dans des domaines très limités à certains chefs. Ce que je veux dire en particulier, c'est le travail souterrain qui était mené par certains organisateurs, certains membres du mouvement. Le travail révolutionnaire mené dans le cadre de la Palestine. Vous savez, c'est un petit territoire. Par ailleurs, Israël est un pays très fort. Donc, cela exigeait une forte discipline de la part d'un groupe de camarades qui travaillaient sous terre, très souvent, ou dans l'ombre.
Et parfois, Sadat était la seule personne qui savait où se logeaient ses camarades, ce qu'ils faisaient. Et il était en fait l'agent de liaison avec ses camarades. Donc, le fait qu'il savait qu'on lui accordait beaucoup de confiance, et on savait que s'il était arrêté, il ne dénoncerait jamais qui. Donc, cette culture a été mise sur pied par Sadat. Et quand je dis à ses camarades qui ne savaient pas qui il était, je veux dire, Sadat a été élu en tant que secrétaire général du FPLP. À l'époque, beaucoup de personnes se demandaient qui c'était ce type. On n'en avait jamais entendu parler de lui. Il y a beaucoup d'autres chefs connus sur le front qui auraient pu être élus. Mais pourquoi le front avait-il élu cet homme que personne ne connaissait, ou très peu de personnes, plus particulièrement? Bon, en Cisjordanie, il était connu parce qu'il était responsable de l'organisation, donc il était connu de ses camarades, mais il n'était pas vraiment connu à titre de figure nationale. Cela dit, Israël savait pertinemment que son élection était en réaction à l'assassinat politique d'une certaine personne. Alors voilà pourquoi les Israéliens ont affirmé que le FPLP avait choisi en fait un faucon. Cela voulait dire que Israël savait pertinemment qui était Ahmad Sadat, beaucoup plus que la population générale, compte tenu des nombreuses confrontations avec l'Israël, mais aussi compte tenu de la discipline du travail dans l'ombre mené à l'époque en Palestine. Ce groupe, malheureusement, n'existe plus aujourd'hui. Alors, cela dit, je voudrais parler d'une époque particulière dans la vie d'Ahmad Sadat, après l'établissement notamment de l'autorité, après la création de l'autorité palestinienne. Lorsque vous parlez vous lisez au sujet de la vie d'Ahmad Sadat, ses expériences, on dit que il a été arrêté à 3 reprises en 1975 et 1976 par l'autorité palestinienne. Il a passé quelques jours en prison ou quelques semaines. Mais on ne vous dit pas pourquoi il a été arrêté par l'autorité palestinienne, ni les raisons de sa libération et pourquoi il n'est pas resté longtemps en prison en Palestine. Dès lors que l'on comprend cela, en 1995, 96, 97, cela nous permettra de comprendre l'évolution des choses par la suite et comment on en arrive au 15 janvier 2002. Après la création de l'autorité politique, selon les accords d'Oslo signés en septembre 1993, et la mise sur pied du Conseil législatif qui a décidé de créer l'autorité palestinienne en 1984. Donc, juste après, la Palestine a fait face à une nouvelle réalité. De nombreuses façons, Sadat, ses camarades et la résistance palestinienne incarnaient l'autorité avant l'autorité palestinienne, mais ils représentaient l'autorité populaire, plus particulièrement dans le cadre de l'intifada 87, 88, 89 jusqu'aux accords d'Oslo. Si on définissait, si on voulait savoir qu'est-ce qui prend les décisions en Palestine, eh bien, ce sont ces organisations et ces personnages importants sous la Palestine réunie. Donc, Ahmad Sadat faisait partie de ces personnes. Alors, Oslo, pour Ahmad Sadat et ses camarades, signifie que l'autorité conférée aux décideurs en vertu du mouvement de libération palestinienne relevait en fait de la sécurité palestinienne ou de l'autorité palestinienne. Donc, immédiatement,
il y a eu en fait une confrontation, parce que c'est la confrontation entre les classes populaires et les capitalistes palestiniens. Donc vous avez une autorité qui remplaçait une autre autorité. La, la paix remplaçait les comités populaires et l'autorité populaire en Palestine. C'est un événement important, tout simplement parce qu'aujourd'hui, dès lors que vous voulez résister contre l'occupation d'Israël, vous allez vous retrouver immédiatement en confrontation avec cette autorité palestinienne. Voilà pourquoi Ahmad Sadat a été arrêté en 1995 et 96. En 1996, le 11 septembre 1996, une opération militaire a eu lieu dans un village près de Ramallah, Souda. Immédiatement, on a procédé à l'arrestation de Sadat. Le FPLP n'a pas été tenu responsable, mais Ehud Barak, qui était Premier ministre d'Israël à l'époque, a dit que c'était une opération terroriste menée par le FPLP, parce que c'est leur adversaire. Voilà pourquoi le 11 septembre est une date que Israël n'aime pas beaucoup. Il sait pertinemment que le 11 septembre sera toujours un acte de résistance de plus en plus fort. Et voilà pourquoi ils ont décidé d'arrêter les camarades, les leaders du mouvement une semaine avant l'arrestation de Sadat afin de limiter le mouvement. Parce que l'anniversaire, c'est aussi une date de renforcement de la résistance. Ce n'est pas juste une date de célébration. Peu importe le respect que je dois à Tel Aviv, bien évidemment. Mais maintenant, on se retrouve face à une réalité encore plus compliquée. Chaque fois que le Hamas ou les islamistes ou le Front mènent une action de résistance, ils sont visés par l'autorité palestinienne. Mais pourquoi quelques jours en prison? Eh bien, tout simplement parce que l'autorité en tant que telle ne ressemblait pas à celle que l'on connaît aujourd'hui. À l'époque, beaucoup de militaires palestiniens appartenant à PLO, en particulier Fatah, venaient de Beyrouth, de Tunisie, du Yémen. Ils étaient stationnés après avoir quitté Beyrouth en 1992. Donc, ensuite, on est arrivé en Palestine, alors que l'autorité palestinienne le leur demande. Beaucoup d'entre eux étaient convaincus que c'était en fait une autorité bien établie, mais ce sur quoi ils n'étaient pas d'accord, c'est qu'ils ne voulaient pas cibler quelqu'un comme Ahmad Sadat. Donc certains amis au sein de l'autorité palestinienne ont dit non, non, nous n'allons pas en fait servir de bâton à l'occupation israélienne. Ça, c'était en contradiction avec la pensée de l'autorité palestinienne. Voilà pourquoi, si vous remontez à 1996, lorsque Sadat a été arrêté par l'autorité palestinienne au nom d'Israël, il y a eu des manifestations à Ramallah menées par quelqu'un comme Samuel Beyrouth. Et en fait, probablement dans ces manifestations, eh bien, il y avait des collaborateurs et non pas des collaborateurs, des gens qui demandent pourquoi est-ce que vous arrêtez Sadat? Vous devriez arrêter les collaborateurs qui travaillent directement avec Israël. Cela traduisait une contradiction interne entre la résistance palestinienne et la population palestinienne d'un côté et l'autorité palestinienne et Israël d'un autre côté. Les leaders israéliens étaient vraiment très en colère dès que l'autorité palestinienne libérait Sadat, parce qu'ils demandaient à Arafat, écoutez, je croyais qu'on s'était mis d'accord, et Arafat répondait, vous savez, il y a beaucoup d'opposition face à l'arrestation d'Ahmad Sadat, c'est un nom très connu, on ne peut pas l'arrêter comme ça.
Sinon, on va créer énormément de problèmes. Par conséquent, on doit le libérer. Et à un moment, Shimon Peres a dit à Yasser Arafat, ben, vous ne pouvez pas le faire si vous vous joignez à un club de fumeurs. Vous devez inhaler la fumée. Vous devez en fait aller jusqu'au fond des choses. Vous ne pouvez pas avoir un pied dans l'eau et un pied à l'extérieur. Vous devez déterminer votre position par rapport à la coopération en matière de sécurité. Il y a pas, c'est pas une coopération à 50%, elle doit être pleine et entière. Voilà pourquoi on était d'accord, on s'est entendu à Oslo et voilà pourquoi on en est où on en est aujourd'hui. Alors, l'autorité palestinienne a toujours en fait considéré Sadat comme un problème, une menace. Peut-être que c'est la première fois que je le déclare, mais à l'époque, il, il a fait l'objet de 2 tentatives d'assassinat. Il n'en parle pas beaucoup d'ailleurs, mais ce sont des événements qui sont arrivés. Et Israël, bien évidemment, a essayé toujours de faire pression auprès de la paix. À l'époque, il ne pouvait pas envahir Ramallah pour l'arrêter, parce que sinon cela aurait miné la nouvelle autorité palestinienne et la situation était différente. Ça aurait miné aussi l'autorité de Yasser Arafat. Mais par la suite, la ligne défendue en faveur de la coordination complète en matière de sécurité était incarnée par Abou Mazin et Abou Lamestri lorsqu'ils se sont débarrassés de Yasser Arafat. Et plus de 1000 militaires palestiniens et membres des forces de police relevant de l'autorité palestinienne ont été emprisonnés et beaucoup d'entre eux sont encore incarcérés aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils ont décidé de se rapprocher de la résistance palestinienne et ont refusé toute coopération en matière de sécurité. Mais cette tendance était incarnée par Balrouti, essentiellement. Et finalement, certains d'entre eux ont été assassinés, sont devenus des martyrs ou sont toujours incarcérés. Certains d'entre eux ont été expulsés de Palestine, sont devenus des ambassadeurs. Mais la tactique adoptée par Israël et par l'autorité palestinienne des Américains visait à mettre fin à cette tendance, le dernier fil de résistance palestinienne. Voilà pourquoi quand les mouvements antifada ont commencé en septembre 2000, on en était à une nouvelle étape où l'ancienne autorité palestinienne antifada, donc en 1988 et 89, donc ses membres s'étaient pleinement lancés dans la résistance à l'occupation. On a vu Batan Jinin, on a vu beaucoup de confrontations avec les forces d'occupation israéliennes et la tendance qui visait une collaboration pleine et entière avec Israël a reculé d'un pas jusqu'en 2004. Cela explique pourquoi Sadat a été enlevé en 2002, puis incarcéré à la prison de Jéricho. Et cela nous permet aussi de savoir pourquoi, en fait, Sadat a été arrêté en 2006 et ses camarades aussi, tout simplement parce que toute la structure de sécurité de l'autorité palestinienne est repartie de zéro, pleine collaboration avec Israël, de nouvelles règles, de nouvelles structures orchestrées par la CIA et par Israël, y compris l'implication de la Jordanie, du Caire et de l'Union européenne. Alors aujourd'hui, nous n'avons plus
de tendance au sein de l'autorité palestinienne qui voulait s'harmoniser avec la résistance. Donc, et Sadat fait face aujourd'hui à une nouvelle réalité. Il est très important d'en parler parce que ça nous explique l'évolution des choses au sein même de l'autorité palestinienne. Quel est le type d'autorité palestinienne que l'on a aujourd'hui? Qu'est-ce qui est passé en 1995-96 ne peut pas se répéter aujourd'hui? Tout simplement parce que elle est sous le contrôle complet des collaborateurs, de ceux qui s'harmonisent avec les positions d'Israël et des États-Unis. La tête de la sécurité palestinienne aujourd'hui, en fait, envoie un rapport à Israël, aux États-Unis, et non pas à l'autorité palestinienne, et encore moins au peuple palestinien. Israël, aujourd'hui, n'accepterait en aucun cas de nom de chef ou de position clé offert à des Palestiniens qui sont des réfugiés ou qui n'habitent pas en Palestine. Ils doivent être des résidents de Cisjordanie et d'autres endroits, d'autres régions. Voilà pourquoi vous voyez ces positions clés sont des personnes de différentes régions, de Jéricho par exemple, et ailleurs. Mais aucun Palestinien de l'extérieur. Et voilà pourquoi même au cours de la dernière assemblée entre à Gantz, chez Gantz, Israël a dit que les négociations avaient lieu entre Gantz et Sanchke. Donc, le ministère de l'administration civile de l'autorité palestinienne. Et les pourparlers ont été menés en hébreu, même pas dans une autre langue, tout simplement parce que certains des personnages clés au sein de l'autorité palestinienne d'aujourd'hui ont établi des liens très étroits avec les Israéliens avant les accords, qui remontent à avant les accords d'Oslo. Dès lors que l'on parle de Sadat aujourd'hui et du mouvement des prisonniers palestiniens aujourd'hui et des enjeux que ces prisonniers vivent et que l'on compare cela à 1980 ou encore 1984, etc., nous remarquons la différence. À l'époque, les prisonniers palestiniens, même leurs familles, ne recevaient aucun appui de la part d'un organisme officiel parce que, en raison des prisonniers palestiniens et de la population palestinienne. Après la création de l'autorité palestinienne, on a mis sur pied un mouvement pour les prisonniers. Autrement dit, ils ne veulent rien avoir à voir avec les prisonniers. C'est quelque chose qui relève d'un ministère, et ça n'a rien à voir avec votre mouvement. En plus de ces décisions, nous avons commencé à être témoins d'un nouveau phénomène, le phénomène des ONG. Vous savez, c'est un phénomène particulièrement dangereux qui vise à remplacer le mouvement de libération nationale de la Palestine. Donc, dès lors qu'ils prennent la parole, ils prennent la parole comme s'ils appartenaient à ce mouvement national. Et en réalité, non, ce sont des ONG qui reçoivent des fonds pour la plupart du temps de l'Union européenne et des États-Unis et de certains gouvernements arabes. Je ne dis pas que tous les ONG sont de mauvaises organisations, non. Mais lorsque vous analysez le phénomène en tant que tel, vous commencez à observer une approche différente, un langage différent. Au début, ils essaient de forcer l'envoi de certains questionnaires. Si vous vouliez travailler pour une ONG, on vous demandait si vous aviez déjà été arrêté par le passé. On a dû en fait batailler contre ces conditions
C'était des questions en fait très vulgaires à l'égard des Palestiniens. Ils ont essayé, mais les Palestiniens ont résisté. Mais aujourd'hui, lorsque vous regardez les pressions exercées contre les ONG, notamment avec de l'argent, ils disent aux ONG, si vous recrutez un Palestinien qui a appartenu à un mouvement de résistance, eh bien, vous allez souffrir de sanctions. Et ce qui arrive aujourd'hui avec ces organisations en Palestine. Ils essayent de les relier au FPLP. Comme vous voyez, il est important de voir que ces différentes batailles ne figuraient pas au programme de Sadat au début. Ce sont de nouveaux défis, de nouvelles batailles, de nouveaux enjeux qui sont survenus après la création de l'autorité palestinienne. J'aimerais ajouter une note personnelle par rapport à Ahmad Sadat et à son rôle de chef. Oui, son expérience est très limitée à la Palestine. Il n'a jamais quitté la Palestine ni vécu à l'étranger. Mais cela dit, il a toujours, en prenant la parole au sujet d'enjeux internationaux, de questions internationales, il suit vraiment tout ce qui se passe dans le monde. Il demande par exemple des livres qui expliquent la situation en Libye, en Afrique du Sud, aux Philippines. Donc, comme vous le voyez, il est très intéressé par les luttes internationales. Et il essaye d'acquérir des connaissances sur les mouvements de libération nationale dans le monde entier. À un moment donné, lorsqu'il était à Jéricho, il s'est intéressé notamment à l'expérience des Black Panthers aux États-Unis et les luttes des autochtones en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde. Comme vous le voyez, il comprend très bien que les luttes du peuple palestinien font partie intégrante de la lutte anti-impérialiste. Lorsque vous lisez d'ailleurs ses positions, ses articles, ses déclarations devant la cour, devant le tribunal, il a une position très claire quant à son identité. C'est très important parce que ça c'est lié aux tentatives visant à définir en fait le conflit palestino-israélien comme un conflit religieux ou un conflit entre les juifs et les musulmans. Non, pas du tout. L'expérience de Sadat et celle du mouvement de résistance palestinien prouvent manifestement l'essence de la lutte du peuple palestinien. Alors je ne veux pas m'étendre trop longtemps, vous ennuyer avec tous les détails, mais je tenais juste à souligner certains des enjeux qui pourraient nous aider à expliquer la raison pour laquelle nous tenons à nous tourner vers vous et qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider dans ces enjeux. Autre chose aussi, parfois, certains de nos camarades au sein du mouvement international, certains nous disent qu'on devrait peut-être mettre l'accent uniquement sur Israël. Et en fait, le cas d'Ahmed Sadat révèle énormément d'aspects des enjeux palestiniens propres à notre région. Je ne crois pas qu'on devrait justement ignorer les enjeux palestiniens parce que c'est très lié à la lutte contre l'impérialisme et la colonisation. Et ça n'a rien à voir
avec le fait qu'on ne veut pas interférer dans les affaires palestiniennes. Lorsqu'on doit prendre position contre des actions, même des actions palestiniennes, c'est ce que l'on recherche, c'est ce que l'on veut. On veut que les gens expriment clairement les, leurs liens, ces liens. On, on doit comprendre l'expérience palestinienne, la révolution palestinienne et le soulèvement palestinien, en fait, appartient en fait à l'identité même des Palestiniens. C'est pas juste une question contre Israël, c'est contre tout impérialisme. Donc, pour ceux et celles qui sont à l'extérieur de la Palestine, c'est quelque chose de très important pour notre peuple et la lutte de notre peuple, pas seulement en Palestine, mais aussi au sein de la diaspora. Aujourd'hui, il y a certains qui organisent des mouvements cette semaine, des manifestations, et qui, depuis des années, se sont assurés que cette semaine soit de plus en plus connue. C'est très important pour tout notre peuple à l'étranger de s'engager en faveur de la libération des prisonniers palestiniens et la libéralisation de la Palestine. Je vais m'arrêter ici pour écouter vos remarques, vos réflexions et éventuellement vos questions. Donc, merci beaucoup de votre écoute. Merci énormément, Khaled, de cette discussion très enrichissante et de ce contexte historique par rapport à la lutte et à la vie d'Ahmed Sadat, alors que justement on mène cette action en faveur de la libération de Sadat, de tous ses collègues et la libération, bien évidemment, de la Palestine en général. Alors, j'aimerais savoir, une des campagnes menées actuellement, c'est quelque chose que Jacob a mentionné dans le cadre de sa présentation, c'est qu'il y a 500 Palestiniens qui refusent, en fait, d'être jugés pour le moment. Ils sont derrière les barreaux. Ces 500 détenus administratifs mènent une lutte très particulière, ce que Sadat avait fait aussi. Donc, boycotter les tribunaux militaires. Alors, c'est quelque chose qu'ils font depuis 16 jours, depuis le 1er janvier, à titre d'action collective. Donc, plus ils recevront un soutien, plus leur lutte sera renforcée, surtout face à la répression. Alors, on a reçu quelques questions. Je vais les poser à Jacob et à Khaled. Alors, à nouveau, merci de votre participation et surtout, n'hésitez pas à écrire vos questions dans la boîte de questions et réponses ou dans la boîte de clavartage. La première question pour Jacob, qui nous vient de Martha. Elle demande comment est-ce que ces forces impérialistes internationales, en fait, ne soutiennent pas juste l'incarcération d'Arman Sadat, mais comment est-ce que ça s'est traduit dans la réalité? Qui est-ce qui a réuni en fait le groupe de soldats, de gardiens internationaux? Est-ce que c'était les Nations Unies, Israël? Qui est-ce qui a formé ce groupe de gardiens internationaux au départ? La réponse à cette question, en bref, c'est que ce groupe a été créé à l'issue d'une décision prise par Israël et les États-Unis. À l'époque, et encore aujourd'hui, les États-Unis étaient le commanditaire formel sur le plan diplomatique, économique, militaire d'Israël. Donc les États-Unis ont demandé à Israël de mettre ce groupe sur pied. Contrairement à ce qui a été suggéré, ce n'était pas un projet propre aux Nations Unies. Les forces israéliennes et américaines ont mis sur pied cette coalition internationale, donc essentiellement des forces de l'OTAN, donc Canada, Turquie, comme je dis au préalable. Mais tout le processus a été organisé en dehors de tout droit en fait international ou de tout cadre comme les Nations Unies, etc.
Donc voilà c'est ce que l'on dit quand la lutte pour la libération de la Palestine, ce sont les Palestiniens, les Arabes et les étrangers. Nous faisons face à des intérêts impérialistes très forts qui permettent à Israël de dominer cette région du monde. Alors, merci beaucoup de votre écoute. Merci beaucoup, Jacob, de cette réponse et de ces précisions. Une des choses très intéressantes par rapport au cas d'Ahmad Sadat, en fait, on met l'accent sur toutes les forces impliquées dans la suppression de la population palestinienne et la perpétuation de l'occupation, plus de 100 ans de colonisation et toutes les forces organisées pour lutter contre tout soutien à l'égard du mouvement de libération de la Palestine. Alors maintenant, la prochaine question pour Khaled, une question qui nous vient de Félix. C'est au sujet de l'autorité palestinienne. C'est une question un peu rhétorique, je dirais, mais c'est quelque chose qui est très important à aborder. Donc, dès lors qu'il y a un occupant, est-ce que l'occupant ne devrait pas payer la facture de l'occupation? Donc, est-ce que c'est pas une façon, en fait, pour Israël, qui rejette ses responsabilités s'ils occupent un territoire en particulier? Tout à fait, c'est pour cela qu'ils ont accepté Oslo, parce qu'ils ne voulaient pas être responsables de ce qui se passait en Palestine à titre de force occupante. Ils justifiaient leur position en affirmant, vous savez, il y a un gouvernement palestinien, ils peuvent organiser leurs élections. Ce sont ceux qui prélèvent les impôts près des Palestiniens. Nous n'avons pas à intervenir, nous n'avons aucune responsabilité quant à cette affaire. Pour reprendre ce que Jacob a dit, c'est très lié d'ailleurs, hein, pour ce qui est des tâches de sécurité. Et vous savez, par expérience, les gens qui ont lutté contre la colonisation, vous avez toujours en fait un lien entre l'autorité locale établie par le colonisateur. En règle générale, ce sont des autochtones, des gouvernements autochtones créés par une classe particulière. Donc, ils font pression sur ce clan. Et ces Palestiniens capitalistes ont fait l'objet de pression de la part des Israéliens. Ils se sont trouvés sous la pression de la population face aux exigences de certaines personnes. Donc, on leur a dit, bah, vous ne pouvez pas arrêter Ahmad Sadat parce que ça va créer un problème si on l'arrête. Donc, on va orchestrer son arrestation avec, voilà pourquoi les États-Unis et le Royaume-Uni et le Canada et d'autres pays ont été impliqués dans l'incarcération d'Ahmad Sadat. C'est pour cette raison également. Ce n'est pas juste une responsabilité israélienne, c'est une responsabilité en vertu de la lutte contre le terrorisme et par conséquent l'Union européenne et les États-Unis pouvaient alors mener à bien ces tâches. Donc Israël ne voulait pas être responsable de cette arrestation. Donc ils appliquaient cela précisément au cas d'Ahmed Sadat. Pas seulement ses prisonniers, mais sur d'autres choses. L'alimentation en eau, l'électricité, les services, etc. Voilà pourquoi les Palestiniens parlent d'une occupation 5 étoiles, parce que c'est une occupation qui est très confortable. Il y a une autorité qui régit la population dans certaines régions, comme la Cisjordanie, et Israël poursuit ses activités quotidiennes et son occupation sans avoir aucune responsabilité. Merci énormément, Khalid. Alors, pour faire un suivi, nous avons une autre question par rapport à l'autorité palestinienne. Alors, j'aimerais poser cette question avant de revenir à la dernière question. Donc, est-ce que l'on peut comparer la collaboration entre
entre Israël et l'autorité palestinienne, avec celle de la France et du régime de Vichy et le régime nazi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Oui, alors écoutez, vous pouvez toujours trouver une similarité entre l'autorité palestinienne et, par exemple, le gouvernement de Vichy sous le régime nazi en France, où il y a aussi des similarités avec des gouvernements locaux qui prétendent être établis en Irlande du Nord. Il y a aussi des similitudes avec les gouvernements indiens locaux ou sud-africains locaux. Mais c'est précisément ce qui nous aide à comprendre les similarités, les différences entre la lutte des gens contre la colonisation et plus particulièrement la colonisation des colonisateurs. Alors, en gros, oui, effectivement, c'est un gouvernement subordonné qui n'a aucune souveraineté. C'est un gouvernement qui n'est même pas élu et qui ne repose pas sur la volonté en fait du peuple. Il n'y a aucune charte qui a été adoptée par la population. Donc, c'est un gouvernement autodéterminé dans certaines régions, en Cisjordanie notamment, qui n'a rien à voir avec les Palestiniens. Avec les territoires de 1948, où les Palestiniens qui sont ailleurs à Gaza, même ailleurs, ils ne sont pas présents de la même façon euh, que Yasser Arafat. Donc oui, effectivement, vous pouvez très bien observer des similitudes entre ces différents régimes. Merci énormément. Nous avons d'autres questions encore, deux courtes et ensuite un peu plus longues que j'aimerais poser à tous les deux pour des commentaires finaux avant de conclure cette discussion. Donc, nous vient de la boîte de clavartage liée à la première question. Donc, Maïm qui demande votre vue par rapport à BDS ou au mouvement visant le boycott d'Israël et la campagne en fait, qui vise à soutenir les droits des Palestiniens. Aussi, il y a une question de Nicole, une question en français. Alors, je suis désolée si ma connaissance du français n'est pas appropriée, mais cette question, en fait, nous vient de Nicole, qui demande quels sont les liens entre la campagne BDS et Ahmed Sadat et s'il y a des divergences, quelles sont-elles? Donc, quel est le lien? Donc, ce sont les deux questions par rapport à la campagne de boycott. Et qu'est-ce que vous pensez à ce sujet? Donc, Khaled et Jacob, si vous pouviez nous partager vos réflexions. Et je vais ajouter un lien dans la boîte de clavardage aussi. Donc, un lien vers la déclaration de Ahmed Sadat de 2015, encourageant les gens du monde entier à boycotter les produits israéliens afin de soutenir les prisonniers palestiniens, la libération de la Palestine. Alors, Khaled ou Jacob, oui. Bon, ce qui est de la première question par rapport aux vues, par rapport au mouvement de boycott, le mouvement BDS, je crois que c'est un mouvement très important auquel le mouvement Samidoun, le réseau Samidoun participe énormément dans le monde entier. Donc, c'est un mouvement visant à boycotter les produits israéliens qui est lié au mouvement de résistance palestinien. On peut très bien soutenir ce mouvement dans les territoires occupés à Gaza et en Cisjordanie en exerçant une pression économique contre Israël, en particulier comme en Irlande, où il y a en fait une police d'État, une politique d'État de boycott. Donc, c'est un peu dans le même style que la campagne de boycott contre l'apartheid en Afrique du Sud. Ça a été essentiel pour l'abolition de l'apartheid en Afrique du Sud. Donc, je crois qu'on doit vraiment intensifier, je pense, la campagne de BDS, la diversifier et la disséminer dans tous les secteurs de la société dans laquelle on habite, que ce soit la Suède où j'habite, l'Amérique du Nord, comme Ramadan ou Charlotte. Bon, l'autre question maintenant, corrigez-moi si je me trompe,
Donc le mouvement de BTS par rapport, quelles sont les différences ou les similarités avec le mouvement de libération d'Ahmad Sadat? Oui, c'est ça. Donc, dans la même veine, je crois que le mouvement BDS peut faire beaucoup de choses en faveur de la libération d'Ahmad Sadat et des 4600 et quelques prisonniers incarcérés dans les prisons israéliennes. Plus on fera pression sur le plan diplomatique, économique, politique contre l'occupation d'Israël et plus ils répondront peut-être à certaines demandes et plus le mouvement de résistance pourra aller de l'avant et accroître ses pressions en faveur de la libération des prisonniers. Merci, Jacob. Caleb, vous avez la parole maintenant? Oui, alors je crois que le boycott en tant que mouvement, que demande, exigence, stratégie est très important. Je crois également que c'est une forme de lutte exercée par les Palestiniens depuis de nombreuses années. Bon, BDS, l'objectif vise à boycotter l'occupation et à isoler Israël. Donc, les gens devraient posséder certaines tactiques, connaître certaines manières de lutter, plus particulièrement à l'échelle internationale. Bon, quand les gens se demandent comment ils peuvent participer à la lutte pour soutenir la Palestine. Donc le boycott, ça c'était une des réponses, pas la seule réponse, mais une des réponses permettant aux gens de participer à cette lutte et de la soutenir. On sait que pour ce qui est de BDS, en tant qu'organisation ou que coalition, dès lors que ça a été annoncé en 2005, eh bien, on a adopté ce que les Palestiniens ont appelé depuis de nombreuses années, donc le consensus national minimum, autrement dit, le droit de retour pour les réfugiés palestiniens, la fin de l'occupation israélienne militaire de 1977, bien évidemment l'égalité et le respect des droits humanitaires des Palestiniens en Israël. Mais ce programme de BDS est également devenu quelque peu problématique. Le programme avec le PLO ou le programme intérimaire, comme on l'appelle en Palestine. Il y a aussi un argument affirmant que cela pourrait constituer la base, non pas du plafond, mais du plancher, où les gens peuvent se réunir et poursuivre la lutte. Mais ce n'est pas nécessairement lié au BDS, mais plutôt au mouvement en tant que tel. Si les gens ne croient pas que telles devraient être les demandes, elles devraient être plus fortes, vous pouvez le faire, ça c'est sûr. Mais pour nous, nous voulons non seulement boycotter les produits israéliens, parce que nous voulons que le boycott fasse partie du mouvement de libération de la Palestine. Nous ne voulons pas établir, mais dès lors que le boycott sera formulé autour des objectifs politiques, c'est à ce moment-là qu'il devient un peu plus problématique. Alors, pourquoi boycotter Israël? C'est une question très importante. On boycotte Israël tout simplement parce qu'on ne veut pas, par exemple, voir des colonies en Cisjordanie et ailleurs. Certaines personnes trouvent que c'est un moyen très utile. Je n'ai pas de problème avec cela. Mais cela dit, BDS n'est pas un programme alternatif à la libération. C'est une coalisation et une organisation palestinienne. Certaines organisations y participent, d'autres n'y participent pas. Par exemple, à Gaza,
Il y a différents comités de boycott qui travaillent. Ils ne font pas partie de la campagne BDS, mais qui appartiennent au mouvement. Alors, lorsqu'on parle du mouvement de boycott, il est beaucoup plus large que uniquement le programme BDS. Vous avez aussi des groupes qui boycottaient Israël bien avant 2005. Nous avons des camarades qui boycottaient et qui soutiennent le boycott depuis 2000, 2001, 2003. Et ils n'ont pas adopté ce nom BDS. Ils ont dit nous sommes un comité de boycottage en Irlande, aux États-Unis, au Danemark, peu importe. Alors, ce que nous aimerions voir, c'est davantage d'engagement, de mobilisation de la part des forces progressistes, des camarades dans le mouvement de boycott à l'échelle internationale, et pas juste dans le cadre du BDS. Bon, bien évidemment, les gens qui appartiennent au mouvement BDS ou à la coalition BDS font partie de ce mouvement. Mais cela dit, je ne crois pas qu'on devrait limiter notre discours à 3 demandes, plus particulièrement quand vous voyez sur le terrain que ce qui est pratiqué, on ne place pas le droit au retour comme une priorité. On va dire oui, on est d'accord avec le droit, la question du droit de retour en vertu de la résolution des Nations Unies, mais dans la pratique, vous ne voyez pas beaucoup cela dans les discours. Des Palestiniens qui visent la libération de leur territoire. Donc, on sait pertinemment que les gens viennent de différentes idées politiques, défendent certaines positions. Certains d'entre nous pensons que personne ne devrait parler de solution à 2 États. Nous pensons que une solution d'un seul et de deux États est un crime contre notre population, mais d'autres personnes qui sont en faveur de BDS sont aussi en faveur d'une solution à 2 États. On peut être d'accord sur la question du boycott et être en désaccord par rapport à la solution à 2 États. Je crois qu'il est important d'avoir un dialogue honnête et transparent par rapport au boycott, au mouvement palestinien et au BDS, d'être sensible aux enjeux, parce que sans un dialogue ouvert, je suis convaincue que on risque de reporter l'implantation de certaines idées. Vous savez, un des phénomènes que je respecte au plus haut point, c'est le travail de l'action palestinienne. En Angleterre, par exemple, ils travaillent contre certains systèmes, contre les complexes militaires israéliens. Ils ont leurs propres opinions. Certaines personnes sont d'accord avec eux, avec ces positions, d'autres non, c'est pire. Mais ils s'inscrivent dans ce mouvement. Vous savez, parfois, certaines personnes essayent de défendre certaines idées et vont vous dire, mais vous savez, mon ami palestinien m'a dit qu'il appuie une solution à 2 États. Eh bien, est-ce que cela veut dire que parce que votre ami vous a dit qu'il appuie une solution à 2 États, vous appuyez vous-même une solution à 2 États? Non, pas nécessairement. La discussion, en fait, dans les années 80-90, était différente. Pour nous, c'était une solution à un État. Bien évidemment, il y a une réflexion par rapport aux tendances, les complexes, les défis. Tout cela se reflète dans la discussion sur le boycott. Pour la première intifada, on a eu en fait un mouvement de boycott très fort en Palestine, mais pas à l'extérieur, pas à l'étranger. Aujourd'hui, c'est tout à fait l'opposé. Nous n'avons pas vraiment de mouvement de boycott très fort en Palestine. En revanche, on a un mouvement de boycott palestinien beaucoup plus fort à l'étranger. Donc, je crois qu'il est important de discuter de l'origine de toute cette affaire.
les discussions euh, des conférences à Sao Paulo, Madrid, etc., les gens voulaient davantage de positions que juste les positions du BDS. Et nous croyons que c'est tout à fait légitime. C'est très important. C'était pas contre qui que ce soit. Absolument, non. Merci. Merci beaucoup de cette discussion très enrichissante et de cette solidarité, de cet appel à soutenir les mouvements de libération des prisonniers, d'avoir expliqué aussi les raisons pour lesquelles on boycotte les produits israéliens. Donc, je crois qu'en fait, très important de parler d'Israël, plus particulièrement pour le mouvement de solidarité internationale. Alors, merci néanmoins de ces précisions. On a juste une dernière question à laquelle je vais répondre très brièvement, étant donné que c'est une question factuelle. Et ensuite, je demanderai aux intervenants de conclure. Donc, c'est une question au sujet des noms d'ONG qui travaillent avec les prisonniers palestiniens. Alors, il y a différentes organisations qui travaillent en faveur de la libération des prisonniers palestiniens. Vous avez des ONG plus traditionnelles, des mouvements communautaires, des organisations de services juridiques, il y a des organisations de campagne, il y a des groupes sur le terrain et d'autres qui se mobilisent à l'échelle internationale. Donc, Samidoun, bien évidemment, c'est un mouvement palestinien arabe qui vise la libération des prisonniers palestiniens. En Palestine, vous connaissez peut-être Ademir, c'est une organisation qui offre une aide juridique et des services juridiques. Il y a aussi des mouvements de l'ONU, il y a différentes organisations juridiques et politiques qui visent à soutenir les prisonniers palestiniens, comme la couverture des prisonniers palestiniens. Il y a une commission en faveur des prisonniers palestiniens. Il y a différentes organisations qui, en fait, se joignent à différentes forces politiques. Il y a le Centre Mandela, Sadimoun, Astromédia. Il y a différentes organisations qui existent sur le terrain en Palestine et qui font énormément de travail. Par exemple, il y a des organisations comme Ademir qui offrent une représentation juridique, un appui à la famille et aussi mènent des campagnes au quotidien parce que au quotidien, en Palestine occupée, il y a des rapports comme quoi il y a 12, 16, 20, 25 personnes qui ont été arrêtées et emmenées par les forces israéliennes et amenées à un endroit où plus de 75% des personnes arrêtées sont sujettes à de la torture. Donc, il y a différents soutiens, services juridiques qui sont offerts aux prisonniers palestiniens. Donc, je serais très heureuse de répondre à d'autres questions. Vous envoyez un courriel à samidoun.net. On soutient les prisonniers en Palestine ou en Israël. Alors, d'autres questions factuelles? Oui, effectivement, ce webinaire est enregistré, il est diffusé sur Facebook et il sera aussi téléchargé sur le site web de Sabidune. Vous pourrez y accéder soit plus tard aujourd'hui ou demain. On enverra de toute façon un courriel à toutes les personnes qui participent aujourd'hui. Une dernière question finalement. Avant de conclure l'événement, j'aimerais juste vous rappeler à tous et à toutes de visiter samitoun.net, de vérifier la date des différentes manifestations dans vos régions pour appuyer le mouvement de libération d'Ahmad Sadat, voir ce que vous pouvez faire dans votre région. Je sais beaucoup d'entre vous se joignent peut-être parce que vous faites partie déjà du groupe de solidarité Palestine ou d'une organisation communautaire. Moi, j'aimerais voir comment on peut en fait établir des liens afin de renforcer ce mouvement de libération des prisonniers politiques palestiniens. J'aimerais passer à notre dernière question maintenant de Jamie Jackson qui me
demande en fait par rapport au mouvement et au soulèvement en 2021. Il dit que certains ont observé qu'il y a une nouvelle solidarité observée chez les Palestiniens en Cisjordanie, à Gaza, à Jérusalem, dans les territoires de 1948 occupés depuis 48, la diaspora, etc. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous pensez de ces nouveaux soulèvements? Donc, Jacob d'abord et ensuite Khaled pour les dernières réflexions de la journée. Alors, oui, merci beaucoup de cette question. Je crois que c'est une question particulièrement intéressante. Ce mouvement et cette insurrection sont très importants sur le plan historique. Plus particulièrement cet aspect d'unité entre le mouvement de résistance à Gaza, le mouvement et la diaspora, mais aussi les gens, les habitants en fait des territoires palestiniens occupés, de la Cisjordanie. C'est le type d'unité que l'on a rarement vu tout au long de la lutte de la population palestinienne. Et cette coopération organique entre le mouvement de résistance et les mouvements pacifiques, les ONG, mais aussi les organisations de solidarité palestiniennes dans le monde. Tout cela est très important, plus particulièrement en ce sens que cela devrait constituer un point de départ en faveur d'un mouvement beaucoup plus ample que ce que j'en ai vu jusqu'à présent, beaucoup plus vaste que la solidarité, les mouvements de solidarité. Je crois que nous avons besoin que ces aspects se manifestent dans un mouvement de Palestiniens en Palestine, mais aussi dans le monde arabe et ailleurs dans le monde. Et ce sans condition, visant le retour de tous les réfugiés palestiniens dans leur territoire, la libération des prisonniers palestiniens et bien évidemment la libération de la Palestine par les forces occupantes. Je crois que ces événements de 2020 et 2021 montrent comment ces mouvements pourraient se cristalliser à l'avenir. Et j'espère qu'on va pouvoir tirer parti de cette unité qu'on a pu observer très brièvement. Et j'espère que ça deviendra en fait une caractéristique constante des mouvements palestiniens dans le monde, non seulement en Palestine. Alors, merci beaucoup, Jacob. Il y a Khaled maintenant. Oui, alors je voulais dire, si vous regardez le moment palestinien actuel, on remarque que tout ce qui a été présenté comme solution aux Palestiniens manque son but. Donc, en gros, aujourd'hui, les Palestiniens ne font face à aucune solution. Si on revient en arrière à mai 2021, on a remarqué que les Palestiniens sont sortis dans la rue, dans les territoires occupés depuis 1948, à Gaza, en Cisjordanie, etc. Et ils ont manifesté et prouvé l'unité du peuple palestinien. Que chantaient les Palestiniens à Haïfa et ailleurs? Ils disaient que la Palestine sera libre depuis les fleuves jusqu'à la mer. Je crois qu'on a affirmé cela en différentes langues en mai. Cela prouve ce que un mouvement de libération de la Palestine amènera un retour aussi des Palestiniens. L'échec des accords d'Oslo et lorsque vous regardez aussi les urgences palestiniennes, par exemple
Palestiniens qui vivent en Israël et dans les territoires occupés depuis 1948 se sentent ciblés. Ils font face à un racisme systématique, plus particulièrement compte tenu de la loi sur l'État-nation, des différentes lois et pratiques en vigueur. Nous voyons ce qui se passe à Nakab. Le nettoyage ethnique à l'encontre de notre peuple dans les territoires occupés depuis 1948 et aussi les gens, la population à Gaza qui fait l'objet d'un siège. La plupart d'entre eux sont des réfugiés. Ils ont mené un soulèvement de 18 mois toutes les semaines, tous les vendredis. Ils sortaient, ils luttaient, ils ont payé un prix très élevé pour faire libérer ou accorder le droit de retour. C'est un problème central. Mais en même temps, la population à Gaza fait face à de nombreux défis, plus particulièrement face au siège qui leur est imposé. Les gens appartenant à la diaspora, au cours des dernières années, on leur a retiré en fait leurs droits, mais ils ont continué à manifester et à rester réunis. Je crois que la leçon que nous devons tirer en tant que peuple palestinien, c'est qu'organiser de grandes manifestations n'aboutit pas nécessairement à une évolution. Pour vous pouvoir vraiment transformer et changer la balance des pouvoirs à l'échelle interne, ces mouvements populaires doivent avoir un programme politique qui leur soit propre. Les capitalistes palestiniens, israéliens, américains ne présentent aucune solution, aucune alternative. C'est en fait le statu quo. L'Israël va acquérir d'autres territoires, déplacer davantage de population. Et pour les Palestiniens, 99% de la population a besoin de ses propres projets politiques. Nous sommes convaincus que c'est le retour et la libération des Palestiniens. Les Palestiniens luttent depuis plus d'une centaine d'années en faveur de la création d'un État palestinien. Un État, ce n'est pas quelque chose pour lequel les gens, en fait, luttent. Les gens luttent pour leurs droits et pour la libération de leur pays. Je crois que la population palestinienne est en train de changer et d'adopter cette alternative, faire revivre la révolution. Et les Palestiniens et la diaspora devraient jouer un rôle central en ce sens. Et un tout dernier commentaire, une toute dernière phrase. Je crois qu'il est très important d'établir un lien entre la lutte en faveur des prisonniers palestiniens et le projet de retour des Palestiniens. L'appel en faveur de la libération des prisonniers palestiniens est un appel en faveur de la libération de la Palestine. Donc, on veut la libération de ces prisonniers palestiniens. Il y a des gens qui sont en prison pour de nombreuses années, tout simplement parce qu'ils ont lutté en faveur de la libération totale des gens et des territoires. Merci. Merci énormément à Jacob, à Khaled, à notre interprète aujourd'hui et à tout le monde, à tous les participants et participantes aujourd'hui. Une fois de plus, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site web et à nous écrire pour vous impliquer. Donc, libérer les prisonniers palestiniens, libérer Ahmad Sadat, libérer la Palestine.